Yaorana Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on parle du monde geek et otaku, les termes qui vous sont peut-être inconnus, mais que vos enfants connaissent très certainement. Qu'est-ce que c'est? Justement, nous allons le découvrir avec nos invités, Tereyefa Ateni, alias Toki, qui est présidente de l'association Comique Fénois et gagnante du concours de cosplay de Manga NC. Yorana. Yorana. Nous avons Kylian Ekuma alias Hoanui, professeur de Poly 3D et passionné de dessin et d'animation. Yorana. Heirani Sauter alias Kirix, passionné de culture pop. Yorana. Et enfin, Charlie Perez alias DJ Lyrium, professionnel de l'audiovisuel et passionné de culture geek, otaku et technologie. Salutations. Commençons par le commencement, comme je disais lors de l'introduction. Qu'est-ce que c'est la culture geek et otaku? Kirix, est-ce que tu peux nous en parler? La culture geek, déjà, le terme de geek, initialement, ça voulait dire passionné. Je pouvais être geek de maths et tout ça, mais ça a fini par être approprié par une communauté qui s'est construite autour de la culture populaire, donc les jeux vidéo, les films, les séries, tout ce que produit quotidiennement le divertissement. Mhm. Et du coup, voilà, c'est un terme qu'on utilise maintenant un petit peu valise pour parler de toutes les sous-cultures qu'il y a dans la culture populaire. Et on associe souvent ça majoritairement aux jeux vidéo et à l'animation et à la bande dessinée. Mais ça peut s'étendre à la littérature de science-fiction, la littérature de genre en général, comme le cinéma de genre. Et on parle aussi du terme otaku, c'est quoi? Otaku, c'est plus un terme japonais pour le coup. Et en plus, ça s'incorporait uniquement dans la culture jap. Au final, en Europe, on s'est approprié le terme parce que voilà, on n'avait pas de terme à l'époque pour définir un petit peu quand on était fan de la culture japonaise et de ses dérivés, donc les mangas, l'animation. J'aime à dire que ça c'est arrivé avec Dorothée. On est un peu la génération Dorothée où on a découvert la démocratisation des animés et de tout ce qui est production japonaise. Et aujourd'hui, ça fait partie du paysage audiovisuel et de la culture en général. Et voilà, donc ça touche vraiment, c'est les passionnés de spécifiquement tous ces produits dérivés de la culture japonaise. Alors, on parle de tous ces produits manga et autres produits de la culture japonaise. Toki, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'association Comics Fénois, puisque ça a un lien justement? Alors, l'association Comique Fénois, c'est une association toute nouvelle, donc qui va fêter ses 2 mois dans pas longtemps, et qui regroupe justement ses activités, donc les activités liées à la culture japonaise, coréenne, chinoise, etc., à travers le manga, à travers le manhwa webtoon. Alors, manhwa webtoon, c'est quoi ça? Ah, donc les manhwa, les webtoons, ce sont en fait des bandes dessinées, mais d'origine coréenne, d'origine chinoise. Okay. Manga, c'est en japonais, mais le manhwa, c'est comme en chinois ou en coréen, c'est le manhwa. Merci pour la petite précision. Vas-y, on te laisse continuer, Toki. Non, mais du coup, qui regroupe en fait tout ce qui est littérature, tout ce qui est musique à travers la K-pop, la J-pop, la C-pop, à travers le cosplay, justement. Alors, justement, le cosplay. Faisons une petite parenthèse là-dessus parce que on te voit cosplayer, mais est-ce que tu peux expliquer à notre public ce que c'est le cosplay? Alors, le cosplay, c'est le fait d'incarner, d'interpréter ou réinterpréter un personnage de fiction. Donc, comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui, alors. Comme aujourd'hui, effectivement, où je suis venue en Eloy du jeu Horizon. Super. On va continuer avec notre tour de table avec Hoanui. Justement, est-ce que c'est tout ce monde culturel asiatique, manga, manhwa, webtoon, etc., qui t'a poussé à choisir une carrière dans l'animation 2D, 3D? Donc à la base, moi, j'étais surtout fan d'un jeu qui s'appelait Zelda, qui était sur Nintendo 64, Zelda Ocarina of Time. Et il se trouve que ce jeu, dans mon enfance, je l'ai jamais vraiment eu. Donc je pouvais jouer que avec les cousins, que chez des amis ou quoi. Et ça a créé une espèce de manque en moi. Et donc vers mes 10 ans, c'est là que j'ai commencé à dessiner en fait. Parce que par manque de ce jeu-là que j'ai jamais eu, je me dis, bah tiens, je vais essayer de dessiner et tout. Et c'est là qu'est née ma passion. Et on va parler plus tard des opportunités que peuvent apporter toutes ces passions. Pour terminer, DJ Lyrium, tu es passionné de culture geek, des nouvelles technologies, de l'informatique. Comment est-ce que tu vois l'évolution de toute cette culture populaire en Polynésie française? Elle a toujours été là en fait. Moi, je suis un peu plus âgé peut-être autour de la table, donc c'est cool. C'est-à-dire que j'ai eu plus de temps d'être geek et j'ai eu plus de temps pour jouer aux jeux et plus de temps pour regarder des animés, etc. Mais depuis que j'étais tout petit ici, il y a toujours eu en fait une culture geek, il y a toujours eu une culture du jeu vidéo, etc. Je me rappelle que quand j'étais petit ici, c'était compliqué même pour acheter les jeux. On avait souvent justement le jeu d'import, en plus ça coûtait très cher. Et souvent, en fait, on avait les versions japonaises avant les versions européennes. Il y avait la Super Famicom à l'époque. Donc nous, on a eu des trucs ici, au final, qui étaient plus geeks qu'en France, puisqu'on était plus proche du Japon.
Et que comme on était loin de l'Europe, on a eu plein de trucs japonais. Donc, j'ai joué à plein de jeux en japonais dans le texte quand j'étais petit. Mhm. Et sans comprendre, mais en appréciant quand même le jeu. Donc il y a toujours eu cette culture ici. Et, le- et la technologie, elle est là maintenant. On a Internet, on a des PlayStation, on a des ordi, on a des composants qui sont aussi modernes que partout dans le monde ici. Donc non, non, il y a un grand futur dans le numérique et dans le geek et dans cette culture-là. Surtout qu'il y a une crédibilisation qui se fait de plus en plus. C'est vrai que comme disait Kirik au début, c'était un peu souvent ça cantine. Souvent d'ailleurs, pour revenir sur le terme de otaku, le terme au Japon otaku, c'est pas un terme très positif, c'est négatif. Le otaku, c'est vraiment celui qui est célibataire, qui est dans sa chambre, qui regarde que du manga et que de ça, qui est ouais. obsessionnel. Ah oui, oui, il y a un côté très, c'est pas très positif entre guillemets. Le geek à la base c'était pareil, et c'est vrai que Kirik a raison aussi, c'est que ça concerne pas juste les jeux etc. On peut être geek de tout, c'est le passionné en fait le geek. Ça me permet de faire une transition sur la prochaine question et je te la pose. Alors, je reprends tes propos. Tu es la personne la plus peut-être mature autour de cette table. Est-ce que, est-ce que les jeux, finalement, c'est que des trucs pour enfants? Ah, surtout pas. Surtout pas. J'ai appris à parler anglais grâce aux jeux vidéo. J'ai appris à écrire des histoires grâce aux jeux vidéo. Et avant même les jeux vidéo, il y avait moi je suis un rôliste, ce qu'on appelle, donc je joue aux jeux de rôle depuis que je suis tout petit. Et les jeux de rôle, de même avant qu'il y ait des jeux, qu'il y ait des jeux vidéo où on est autour d'une table avec une feuille et le personnage, et on jette les dés. Des Et jeux de donc, société. histoire entre nous en fait. Les livres dont vous êtes le héros, tout ça, moi j'ai grandi avec ça en fait. Donc c'est vrai que le jeu, enfin ça fait partie de nous et c'est quelque chose de très sérieux en fait. Ça dépend après les jeux. C'est sûr que par exemple, voilà, je joue pas nécessairement à des Call of ou etc. J'en ai fait, j'ai Platinum quelques Call of, mais je veux dire, je suis plus voilà de Witcher, tu vois, par exemple le Witcher, un peu à la Zelda aussi grand fan. Moi j'ai grandi avec Zelda. Ce sont tous des jeux qui sont des aventures en fait et qui sont des personnages avec lesquels on grandit, avec lesquels on se découvre, avec lesquels on vit des aventures et quand on est enfant et on continue de le faire quand on est adulte. Donc, le jeu vidéo, ce n'est pas que pour les enfants. Si je Surtout dois pas. résumer tes propos. Effectivement. Toki, justement, on parle d'évolution dans ce domaine. Qu'est-ce que ce domaine a tant à donner à la Polynésie française? Alors, le domaine, en fait, il peut développer tellement de choses. Déjà, au niveau des compétences, on peut apprendre énormément à travers le cosplay. On peut apprendre la couture, on peut apprendre le make-up, on peut apprendre, développer plutôt son côté créatif, vu qu'on doit également jouer le personnage ou réinventer la tenue. Donc, il y a les compétences. Ça peut développer aussi peut-être des partenariats avec l'international, notamment le Japon. Je vois que il y a un engouement toujours pour le Japon, pour les mangas, etc. Donc, ce serait bien de créer des liens en fait avec l'international. Ça me permet de rebondir, Hirani. Kirix, tu es très connu pour ton engagement auprès des associations de gaming, plutôt en Polynésie française. Mais qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine, parfois, comme on vient de le dire, un peu mal perçu? On est avec DJ Derium, c'est ça. On vient d'une génération où la culture populaire était, enfin, les passions autour de la culture populaire étaient mal perçues, où c'était une vision d'enfermement en fait en général. On était un peu en marge de la société quand on fonctionnait comme ça. Et en fait, on se rend pas compte de toute la créativité qu'il y a autour de la création vidéoludique, surtout avec le visage que ça a aujourd'hui, des jeux comme Red Dead Redemption 2, ou même les derniers Zelda, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, où il y a énormément de gens qui travaillent dessus. Et en fait, il y a plus de gens qui travaillent pour des jeux vidéo aujourd'hui que de gens qui travaillent pour un film, pour produire un film en fait. Les budgets sont plus gros, Les budgets sont plus pour gros. les jeux. C'est un travail énorme, que ce soit au niveau de la musicalité pour la bande son, le côté artistique pour la DA générale, la direction artistique du soft. Donc au niveau créatif, c'est un vivier insoupçonné déjà de travail, pour ceux qui cherchent du travail d'une part, et un vivier insoupçonné d'inspiration en fait. Et c'est surtout de l'inspiration qui est elle-même inspirée. On parlait de The Witcher tout à l'heure. C'est un livre d'abord. Un livre qui a été dérivé en un jeu vidéo, qui raconte la suite d'ailleurs du livre, ça se passe après. C'est pas canon parce qu'il y a eu des désaccords avec l'auteur et les créateurs au début, ça s'est réglé. Mais voilà, c'est la suite directe du livre. Après, il y a eu la série dérivée, et c'est souvent le cas. On a un nouvel outil de narration par le biais du jeu vidéo. C'est une nouvelle manière de raconter les histoires et d'y participer, avec une interaction. Donc certes, on a la vision de quelqu'un qui a posé ses représentations à lui, mais on a une interaction qu'on n'a pas forcément avec les œuvres passives comme le livre
ou le cinéma. Alors tu nous parles de jeux avec The Witcher, donc pour ceux qui connaissent pas, tu viens de l'expliquer, ça partit d'un livre puis d'un jeu et ensuite c'est devenu une série. Mais est-ce que c'est vrai, donc on va casser un peu les clichés, Vas-y. que le jeu vidéo rend violent? Non, les gens qui étaient déjà violents avant n'ont pas eu besoin des jeux vidéo pour le devenir. Souvent, je cite comme exemple, c'est pas comme si les tueurs en série avaient été inventés par le jeu vidéo. Il y en avait déjà avant. En fait, le jeu vidéo ne participe pas à entretenir un climat de violence. Et de toute façon, il faut faire attention. Il y a un truc sur les jeux vidéo qui s'appelle le PEGI, qui est un indicatif d'âge, le PEGI, qui est l'âge en fait moyen qu'on doit avoir pour jouer à certains jeux, de 3 ans et plus à 18 ans et plus. Ah, c'est ce que tu entends au début quand tu lances un jeu, Peggy C'est 18. ça, c'est exactement. D'accord. Par exemple, des enfants de 12 ans ne sont pas censés jouer à GTA V parce que les thématiques abordées sont très dures. Un jeu comme Mortal Kombat qui aujourd'hui est photoréaliste et la violence est exacerbée, même si elle est caricaturale, donc on peut pas vraiment la prendre au sérieux. Mais le jeu s'appelle Mortal Kombat. Voilà, un enfant, aujourd'hui, c'était déjà tendu quand on était plus jeune. Aujourd'hui, avec les graphismes qu'on a, tu peux pas mettre un enfant de 8 ans devant Mortal Kombat et t'attendre à ce que ça se passe bien au niveau de son développement. C'est pas le jeu vidéo qui est responsable, c'est les parents qui ne surveillent pas ce que font leurs enfants avec les jeux vidéo. Donc je vois que... Pour la petite fille, pour ça, non, parce que c'est exactement ce qu'ils disent. C'est les parents qui surveillent pas. Une fois, je me suis permis de faire la remarque au Média Nuit à Carrefour où j'étais en train d'acheter quelque chose et il y avait une dame qui était en train d'acheter GTA et avec le fils qui était à côté qui avait l'air d'avoir 13 ans, en fait. Machin, donc je dis, GTA pour le je dis, il est peut-être un peu jeune, un peu le vieux, quoi. Ah, mais il va à tout prix y jouer, etc. Ok, enfin, il y a marqué dessus que c'est interdit au moins de 18 ans. Donc je dis, écoute, j'espère que le mois prochain, tu l'emmèneras acheter son premier film porno aussi. Puisqu'il y a marqué 18 ans. Alors, on décale un petit peu du sujet. Le message, mais le message, voilà, le message n'est pas d'empêcher les enfants de jouer à des jeux plus âgés qu'eux. C'est de faire attention à ce qu'ils consomment. D'accord. Il faut que les parents participent à ce que consomment leurs enfants. Parce qu'il y a des jeux qui sont pas pour les enfants. Ça marche aussi pour les réseaux sociaux. Hein. Donc ce domaine, comme on le disait, qui est parfois mal perçu, n'est pas unique à la Polynésie française, Kérix. Oui, non, pas du tout en fait. Ça fait longtemps que ça dure. Comme on disait déjà dans les années 80-90, il y a eu des problématiques. Ségolène Royal a écrit un livre sur la violence des animés et des jeux vidéo. Il y a eu Hillary Clinton il y a quelques années qui avait fait une vendetta contre GTA San Andreas aussi. Donc il y a toujours eu cette perception d'infantilisation du jeu vidéo où c'était un médium pour les enfants. Alors qu'aujourd'hui, entre le PEGI et la maturité de ce qu'on nous propose, c'est pas possible de juste fermer les yeux sur ça, quoi. Alors revenons un petit peu sur le sujet, je vous propose de partir du côté de la Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons réussi à avoir Miguel Morar, vice-président de l'association Manga NC, qui nous explique justement la différence qu'il ressent entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Il y a plus de gens qui vont au contact ici, en Nouvelle-Calédonie, comparé à Tahiti. Ça, c'est le premier aspect physique, social. Après, le gros changement, la grosse évolution qu'il y a, c'est que niveau associatif, ici en Calédonie, on est quand même bien accompagné par les mairies, par le Haut-Commissariat. Donc on a quand même ces aides-là qui vont nous permettre de faire des choses, mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue, si on commence à se comparer à des grosses Comic-Con ou comme ce qu'on peut trouver en France aussi, ben non, on en est loin, mais c'est surtout par rapport au fait qu'on a, je pense, on a moins de personnes. On a quand même moins de monde. Je vais prendre un exemple tout bête, mais j'ai un ami qui, lui, fait des Comic-Con à Toulouse, où il y a 7 à 8 000 personnes sur 2-3 jours. Alors que nous, ici, notre plus gros festival, on a réussi à réunir 4 500 personnes en une journée, mais c'est vraiment le maximum qu'on a pu, quoi. Qui, on vient de l'entendre, 4500 personnes. Est-ce qu'on peut attendre ce nombre de personnes avec votre association? En tout cas, c'est le but qu'on s'est fixé avec l'association, c'est de pouvoir faire nous aussi notre propre festival en Polynésie et inviter, vraiment rassembler toute cette communauté qui n'ose pas encore se montrer au grand jour, en fait. Par rapport à ce qu'on a parlé peut-être tout à l'heure, cette peur d'être jugé ou de rentrer dans les clichés? Alors moi, je suis un peu plus jeune, je pense, que vous, hein, donc effectivement, par rapport à votre époque, ça a évolué un petit peu, ça a changé. Il y a du positif qui commence à en découler, mais effectivement, les clichés, en fait, ils perdurent, en fait, et c'est très difficile d'aller briser, en fait, ces idées reçues dans la tête des gens. Et l'association a pour but de justement d'éduquer un petit peu la population pour leur montrer que non, c'est pas uniquement pour les enfants.
C'est bien plus que ça et on vous invite à venir jeter un œil à notre festival si vous voulez en apprendre davantage. Oui, j'aimerais bien avoir ta réaction parce que tu es prof à Poly 3D, mais tu es aussi illustrateur, artiste en général. Comment est-ce que tu réagis quand tu vois que toi, tu as voulu dessiner à l'époque, hein, Zelda, et qu'aujourd'hui, tu vois qu'on a en face de toi, il y a une jeune fille qui s'est costumée par rapport à un jeu. Est-ce que c'est plus ou moins la même chose finalement qui s'est passé pour toi? Quel est ton regard par rapport à ça? Ben c'est sûr que ça rentre dans le même univers, hein. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait ce genre d'opportunité qui s'ouvre ici à Tahiti. Euh, J'ai eu l'occasion de voir certaines de tes œuvres, certaines de tes illustrations. On sent un petit peu la touche jeu vidéo, Ah justement. oui, à fond, à fond, à fond. Moi, je viens de là, hein. Franchement, je me le cache pas, hein. Moi, quand j'étais petit, dès que j'allais chez les tontons ou chez les cousins, s'il y avait une console de jeu dans le salon, tu me voyais pas dehors, quoi, hein. Donc ouais, carrément, moi, je suis un grand passionné. Je reviens vers toi, Toki. Tu as parlé de cosplay tout à l'heure. Donc là, tu es costumé du personnage Eloy Horizon Zero Dawn, c'est ça. Et il s'avère que tu es justement parti récemment en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, mon voyage en Nouvelle-Calédonie pour participer au concours de cosplay professionnel. Déjà, il faut savoir que ça nous a pris un mois. Déjà pour décider qui partait, quel costume on emportait, quelle prestation on allait faire, parce qu'il y a une prestation à faire pour valider en fait le concours. Euh, Ça a été très serré, ça a été très stressant, mais il y a eu beaucoup de personnes en fait qui ont participé à ce projet ambitieux. On a rassemblé par exemple Teva Victor avec l'art que vous voyez justement que j'ai apporté aujourd'hui, Moé de l'atelier Moyabé, Keanu, Jason et bien sûr les membres de l'association Comique Fénois qui ont participé, qui ont dû sacrifier un petit peu de leur temps vu qu'on n'avait qu'un seul mois, sachant qu'il y avait également notre événement K-pop Party en même temps dans la période. Ça a été pas mal d'organisation et sur place, effectivement, comme Monsieur Morard le stipulait, ça a été un festival d'un jour, mais très fréquenté. Je ne savais pas qu'il y avait à peu près 4500 personnes, mais ça me paraît juste, effectivement. Euh, L'engouement est réel, il y a vraiment une participation en fait de la mairie, il y a eu des représentants de la mairie, il y a eu des représentants du DOC, il y a eu également le consul honoraire du Japon de Nouvelle-Calédonie qui est venu visiter en fait les lieux du festival. Donc il y a réellement une différence que j'ai ressentie sur place entre ici et là-bas. Charlie, donc tu es professionnel de l'audiovisuel. Est-ce que Je tout sais. ce monde, cosplay, jeux vidéo, manga, etc., est-ce que ça t'aide dans ta profession? Bah, totalement. C'est encore une fois, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la culture pop. C'est que pop, ça reste le cours de populaire et que si c'est populaire, c'est que bah, ça touche tout le monde en fait. Hmm. On a souvent vu ça, voilà, comme le côté un peu réducteur de c'est pour les enfants et c'est pas très sérieux. Le manga, c'est très sérieux. Le jeu vidéo, c'est très sérieux. Moi, là-bas, j'étais prof de philosophie. J'avais un moment en tête de faire tout un cours de philosophie en prenant Full Metal Alchemist, qui est un manga, puisque tous les thèmes de philosophie abordés au bac sont présents dans Full Metal Alchemist. Et c'est sans mentionner des Naruto, des Bleach, etc. Donc, en fait, c'est ce que vous en faites. En fait, si toute la journée, t'es sur une console à faire des kills en mode comme ça, ouais, effectivement, le jeu vidéo, ça va pas servir à grand chose. Mais c'est comme si toute la journée, tu es sur un newsfeed ou comme si toute la journée, tu es sur ton magazine. C'est ce que tu en fais, en fait. Et pour la créativité, nous, c'est, voilà, moi, quand je fais une pause parce que j'en ai marre de bosser, je joue. Et pendant qu'on joue, on regarde une intro, on voit un mouvement de caméra, on voit une façon qu'un personnage a été damné, on voit des jeux de lumière et ping, ça donne des idées. On se dit, oh, mais c'est pas mal du tout, ça. On prend des notes et après on retourne bosser. Donc, non, c'est une source d'inspiration permanente, le jeu vidéo. Dans le même esprit, Juanoui, est-ce que ça t'aide par rapport à tes élèves quand ils savent que tu es aussi intéressé que par ce genre de Oui, domaine? bien sûr, hein, franchement, là, l'enseignement que je fais, c'est le rêve, quoi. J'ai l'impression d'enseigner à des versions plus jeunes de moi, en fait, hein. Donc, ouais, on partage vraiment cette culture ensemble et c'est génial. Est-ce que ça peut les aider peut-être dans la création d'un personnage quand ils savent à quoi ça ressemble? Est-ce que ça peut Oui, les bien aider? sûr, tout de suite, parce que d'un seul coup, je peux sortir des références de tel jeu. Ben, tu vois le personnage dans Witcher ou quoi? Ben, cette armure. Oui, complètement. Dans la même idée, Irani, on vient de le voir, ce domaine peut être une source d'opportunités et de nouvelles vocations, d'après toi? Je peux parler dans le domaine empirique, hein, puisque je suis aujourd'hui animateur dans des domaines culturels et commerciaux. Et j'ai commencé l'animation dans le contexte du jeu vidéo parce que j'étais au sein d'une association. Avant d'en être le secrétaire pendant plusieurs années, j'ai d'abord fait des animations micro pour animer un jeu qui s'appelait Shootmania.
où je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait à l'écran. Avec mon camarade, on a improvisé complètement un sketch pour pouvoir faire passer la chose. Et de fil en aiguille, on a fait ça à tous les événements. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Je travaille dans la voix, je fais des remplacements radio. Et donc oui, ça peut clairement créer des vocations. Et en plus, l'enrichissement créatif est quasi infini. Comme je disais, je parlais d'un outil narratif moderne. Et c'est vrai, des jeux comme Life is Strange ne sont rien d'autre que des récits interactifs dans lesquels nous, on a une incidence. Justement, on va parler de ces opportunités avec Miguel. On retourne en Nouvelle-Calédonie. Il va nous parler des opportunités que lui a connues, en tout cas dans son association en Nouvelle-Calédonie. Alors oui, toutes ces passions, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça reste des passions et les passions, c'est ce qui va aussi te donner envie de faire quelque chose plus tard. Alors pour ça, je m'explique, je vais prendre un exemple assez concret. Je connais des passionnés de cosplay locaux qui ont vraiment, leur passion, c'était ça, le cosplay, à fond, la couture, des gens qui n'ont commencé en ne connaissant rien du tout de la couture, c'était des autodidactes, et qui aujourd'hui ont fait des études pour devenir couturier, couturière. On avait un petit jeune qui était à fond jeux vidéo, vraiment, c'était le cliché parfait du geek, et qui a fait ses études, qui est parti faire ses études donc dans cette branche des web développement, et aujourd'hui il travaille pour Unreal Technology. Il y a, on a beaucoup de passionnés. J'ai des passionnés qui sont à fond dans le dessin, qui étaient à fond dans le dessin, qui le sont toujours, mais qui aujourd'hui travaillent dans des boîtes de développement, de communication. En fait, toutes ces passions il faut vraiment voir que toutes ces passions vont permettre justement à certaines personnes de pouvoir accéder à leur futur travail, parce qu'ils ont un cadre où on leur permet de s'épanouir. Comme on vient de le voir, hein, il y a plusieurs opportunités et ici on a la chance d'avoir un président qui se rapproche un petit peu d'un geek au final. On a aussi l'ouverture d'une nouvelle école, Canéa, on avait reçu son créateur ici sur le plateau, et on a eu la Rockstar, donc c'était un tournoi en décembre. Est-ce que Charlie, tu penses que les choses évoluent dans le bon sens? Il faut, parce que comme on disait, ça devient crédible à nouveau. Justement, on voit que ça représente tout un tas de métiers. On voit que ça représente, enfin, que c'est une activité aussi sérieuse qu'un autre. C'est pas genre un métier sérieux, c'est pas être prof ou être comptable ou un métier sérieux, c'est être costumier pour du cinéma, c'est être maquilleur pour faire des effets spéciaux, c'est être illustrateur pour de la bande dessinée, c'est tout ça. Et comme on disait, c'est la passion. S'il y a un mot à retenir, c'est que ne fermez pas vos passions, continuez vos rêves. Quand on est petit, on a des passions, on a des rêves. On te dit à un moment, tu vas devenir adulte et tout ça, tu le mets de côté. Arrêtez de faire ça. Dans la même servez-vous-en. Dans la même idée, je vais rebondir sur Kylian. Hoanui, tu es un petit peu l'exemple dont tu as parlé, Miguel. Tu es un peu ce genre d'exemple qui a réussi à travailler dans le domaine qui lui plaisait. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui ressentiraient la même chose? Franchement, tout ce que vient de dire Charlie, c'est trop vrai. Hein. Suivez votre passion. Écoutez votre cœur et puis franchement s'il y a quelque chose qui vous donne des frissons, faites-le quoi. Et enfin, pour terminer, puisqu'on est déjà à la fin de notre émission, Toki, je me tourne vers toi. Tu as pris en main l'association Comics Fénois depuis à peu près 2 mois. Comment est-ce que vous allez évoluer dans les mois à venir? Comment est-ce qu'on vous rejoint? Alors, dans les mois à venir, on a déjà quelques animations qui sont prévues, notamment par exemple une prestation qu'on va faire en août et en septembre pour Rideau Rouge, un de nos premiers partenaires. Et on vous invite tout simplement à aller voir notre page Facebook, Comics Fénois, en faisant attention parce qu'on en a 2 maintenant. Ah, pourquoi? Tout simplement parce que la première page, qui est une page historique, on n'a plus accès à cette page, malheureusement. Donc, si vous essayez de nous contacter sur celle-là, on ne pourra pas vous répondre. J'en suis désolée. Un numéro de téléphone peut-être ou un mail? Ou par mail, effectivement, à comicfénois@gmail.com. Et on vous répondra avec plaisir, bien sûr, que ce soit pour nous rejoindre ou tout simplement pour connaître les dates des futures animations. Est-ce que, on va terminer avec Iris, est-ce que tu es positif sur l'évolution de tout ce domaine culture, geek, gaming en Polynésie française? Il est clair que la vue populaire, malgré les clichés, les clivages qui subsistent, on a fait un long chemin depuis le tout début. On a bien vu qu'au niveau créatif, les corps de métier sont quasiment infinis et qu'à un moment donné, il va falloir, comme disait très justement Charlie, il va falloir arrêter de dire aux enfants la passion c'est mal, arrêtez, c'est des trucs d'enfants. Non, ça peut très bien alimenter des corps de métier et vous pouvez en vivre aujourd'hui.
On va retenir la passion pour s'épanouir. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15, toujours sur TNTV. Votre émission est disponible en replay. Tout de suite, ça va être votre VA, votre journal en tahitien. Passez une excellente soirée sur TNTV, la chaîne du Fénois. Maruru itotato farerir a trahoma parayana.